Et on est bon. Donc, on va déjà commencer par une petite question pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'un bon négociateur et qu'est-ce que vous attendez de ce workshop? Donc, pour répondre, on va faire un peu plus simple, comme ça même les moins courageux pourront répondre. C'est qu'on va utiliser le tableau blanc de Webex, que je vais vous partager tout de suite. Et il vous faudra juste répondre à ces questions là-dessus. C'est assez simple l'utilisation, je vais vous expliquer comment. Voilà. Donc, vous devez juste venir à un endroit, n'importe lequel du tableau blanc, et vous pouvez saisir du texte en écrivant juste peut-être en quelques mots qu'est-ce qu'un bon négociateur pour vous, et entre parenthèses ce que vous attendez de ce workshop. Si Une jamais petite vous avez- précision, c'est dans la barre de gauche, il y a deux T, le deuxième bouton. Vous cliquez dessus et ensuite vous pourrez écrire du texte n'importe où. Si jamais vous avez des petits problèmes, vous pouvez nous écrire dans le chat aussi, il n'y a pas de problème. Ah, on peut bouger ça. D'accord. Donc ça, je suppose que c'est ce que fait un bon négociateur. Personne n'a vraiment écrit ce qu'il attendait de ce workshop. On avait prévu un petit moment à la fin pour peut-être parler de choses qui vous intéresseraient plus que d'autres. Devenir un bon négociateur. Oui. D'accord. Grosso modo, on a l'idée. Parfait. Merci. Donc, pour ce workshop, on va opérer en plusieurs petites parties. Donc, premièrement, on va faire une petite partie théorique de 20 minutes, où on va distinguer les intérêts et positions, les 6 principes d'influence et les biais cognitifs. Vous y verrez un peu plus clair dans quelques minutes. Et ensuite, on va passer à une petite partie pratique, parce qu'on apprend en faisant. Donc, on va faire un petit cas de négociation de salaire et un autre cas de négociation de devis. Et ensuite, on vous a laissé un petit moment pour parler d'éventuelles choses qui vous intéresseraient plus que d'autres. Donc, on va directement commencer. Laurent va vous présenter un peu de théorie, du coup, maintenant. Laurent, tu peux y aller seulement. Du coup, l'idée, en fait, c'est pas de faire tout le tour de la question théorique en ce qui concerne la négociation, c'est vraiment de soulever quelques points qui nous ont paru assez intéressants pour être mentionnés, qui pourraient vous servir d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Du coup, premièrement, c'est l'intérêt à distinguer les intérêts d'une personne et la position qu'elle adopte. Il y a un exemple qui revient vraiment très régulièrement, autant dans les cours de marketing que de psychologie ou d'autres choses. C'est l'exemple de l'orange. Il y a en fait, pour fixer la situation, c'est deux personnes qui se retrouvent au magasin et il reste uniquement deux oranges dans le rayon. Et toutes les deux aimeraient prendre ces oranges. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils sont pas d'accord de laisser une orange à l'autre personne. Et la situation, ben, elle dégénère un petit peu, puis il y a un vendeur qui doit intervenir. Puis lui, la seule solution qu'il voit, c'est vraiment de décider de donner une orange à chacun. Comme ça, ils sont pas les deux entièrement insatisfaits, mais ils sont quand même pas contents. Au final, les deux, ils sont déçus. On se demande pourquoi, et en fait, en approfondissant, on remarque qu'il y en a par exemple un qui voulait faire du jus avec la pulpe. Pour cela, il avait besoin de la pulpe des deux oranges.
et on remarque que l'autre personne voulait justement faire un gâteau avec l'écorce des oranges et une orange ne lui suffisait pas, il avait besoin les deux. Derrière les positions de ces deux personnes, où chacun voulait les deux oranges, on remarque qu'il y a des intérêts, et ces intérêts ne sont pas forcément incompatibles. Et justement, le lien avec une négociation, c'est que dans une négociation, en identifiant les intérêts de chacun, on arrive à trouver une solution qui peut être idéale qui peut être idéale pour les deux en fait, et qui correspondent aux intérêts des deux personnes, à défaut de leur position de base qui semblait pas compatible. Ensuite, je vais vous parler des 6 principes d'influence. Il y a eu une petite erreur avec le PowerPoint, mais pas de souci. Les 6 principes d'influence sont des outils qui sont très utilisés notamment dans le marketing, aussi dans la négociation, car en fait le but de ces principes, c'est de les utiliser pour réussir à persuader, à convaincre notre interlocuteur. Le premier, c'est la preuve sociale. Je sais pas si Walid arrive à le faire apparaître, nickel. Ce principe, en fait, il se base sur le fait que si d'autres personnes le font, cela va influencer notre choix. Ce serait par exemple le cas d'une file d'attente devant un restaurant. S'il y a deux restaurants, un avec une grande file d'attente et l'autre qui est entièrement vide, on va automatiquement se diriger vers celui où il y a la file d'attente, même si c'est pas pratique. En fait, on part du principe que c'est un gage de sûreté. Ce serait aussi l'exemple d'un mendiant qui fait de la musique dans la rue. Si ce mendiant il a déjà plein de pièces au fond de son chapeau ou de sa caissette, alors on va donner plus facilement que s'il en a reçu aucune, parce qu'on se dit que si les autres le font, nous on doit le faire également. Un deuxième principe d'influence, c'est la cohérence. C'est en fait l'influence des petits engagements. C'est une tendance qu'on a à continuer dans le sens dans lequel on s'est engagé et on n'a pas envie d'être contradictoire dans notre comportement. Donc inconsciemment, on va faire en sorte de ne pas être contradictoire. Ce serait par exemple l'exemple de Netflix qui propose 30 jours gratuits. On va saisir l'opportunité de ces 30 jours et à la fin de ces 30 jours, il y a peu de gens qui résilient leur abonnement. La plupart des gens vont passer à l'abonnement payant de peur de paraître contradictoire. Ça paraît quand même pas très crédible quand on le dit comme ça, mais c'est le subconscient qui fait en sorte. Un troisième principe, c'est la réciprocité. C'est le fait que si on reçoit quelque chose, alors on sera plus favorable à donner quelque chose nous également. C'est par exemple un Sugus qui arriverait avec l'addition au restaurant. Ils ont remarqué dans plusieurs études que ça influençait énormément le montant du pourboire, alors qu'au final, c'est vraiment un geste tout simple. C'est le même concept avec les échantillons de parfum. C'est pas seulement pour pouvoir tester et savoir si ça nous plaît, c'est aussi l'image que la marque fait un pas dans nos directions, donc inconsciemment, on va faire un pas dans leur direction par la suite. Un quatrième outil est la similarité. C'est le fait que, ouais, un quatrième principe d'influence, pardon, c'est le fait qu'on est plus sensible aux arguments des personnes qui ont des similarités avec nous. Ça serait soit une appartenance à un même club, des points communs, euh, qu'on ait des caractéristiques communes, des expériences communes. C'est notamment pour ça que le bouche à oreille est une chose qui fonctionne très bien en marketing. Ensuite, un cinquième principe d'influence est l'autorité. C'est qu'on a une tendance à beaucoup plus écouter les personnes qui sont reconnues ou légitimes pour nous parler d'un sujet. Ça peut être des personnes qui sont légitimes en raison de leur formation, de leur réputation. Un exemple qui est assez courant, c'est celui des psychologues. Ils ont fait plusieurs études, c'est aux États-Unis si je ne me trompe pas. Ils ont remarqué que des psychologues qui affichaient leur diplôme dans leur salle de consultation, ils avaient 17% en plus de consultations que les autres psychologues, juste en voyant le papier, le brevet ou un certificat mentionnant leur capacité. Et le dernier principe d'influence, c'est celui de la rareté.
c'est la crainte de passer à côté de quelque chose, de passer à côté d'une opportunité, en fait. Ça serait, par exemple, sous la forme d'un ultimatum ou d'un délai pour une offre spéciale dans le cadre d'une vente, ou alors une édition limitée. Et en fait, en voyant ça, on perd quelque peu en lucidité et en rationalité. On a peur de rater l'occasion, donc on va quelque peu se précipiter pour accepter l'offre qu'on nous fait. Pour voir si toutes mes explications étaient claires ou pas, ici il y avait un exemple qui est tiré d'un site très connu d'hôtel. Je ne sais pas si vous osez vous lancer et si vous pouvez me dire quel principe d'influence vous voyez sur cette image. Il y en a beaucoup. Ça serait possible juste de mettre le slide d'avant, s'il te plaît? On va prendre des notes. C'est vrai que c'est pas idéal pour s'en souvenir et voir l'image. T'as une réponse en chat, Laurent. Donc, Valberg t'a dit, est-ce que c'est la rareté? Alors oui, on voit la rareté à un endroit. Est-ce que tu peux préciser où c'est que tu la vois? Ils t'ont mis dans les 4 rooms left, 4 rooms left. Ouais, exactement. Ben, Léane, c'est juste. Ça, c'en est un. On insiste sur le fait qu'il reste plus beaucoup de chambres disponibles, donc il faut saisir l'opportunité. Alors, on t'en a trouvé d'autres aussi. Il y a Juliette qui te dit, le fait de pouvoir annuler gratuitement, c'est de la réciprocité. Exactement. On va dans le sens, enfin, si on se positionne à la place du site en question qui propose cette offre à ses clients, ils vont dans le sens du client en leur permettant une annulation gratuite. Alors le client va aller dans le sens du site, c'est juste. Et il y avait aussi, Le principe de rareté avec la haute demande, oui, c'est juste. donc il y avait aussi La- Nathalie qui t'a dit preuve sociale. Ouais, c'est juste. Est-ce qu'elle peut préciser où c'est qu'elle l'a vu? Je suppose que ça devait être dans les réservés 96 fois dans les dernières 24 heures. Exactement, il y a le réservé 96 fois dans les dernières 24 heures et il y a aussi le fait qu'il y ait 9 personnes qui regardent actuellement. Euh, c'est aussi une preuve sociale qu'on n'est pas les seuls intéressés par cette offre et qu'il y a du monde qui souhaite en faire de même. Du coup, ben, avec cet exemple, vous l'aurez compris, c'est pas un seul principe d'influence qui est utilisé pour un marketing ou pour convaincre une personne, notamment dans une négociation. Plus on mélange de ces principes d'influence, plus nos arguments auront du poids et plus il sera facile de convaincre l'autre personne. On va peut-être passer maintenant au biais cognitif. Je ne sais pas si vous avez des questions d'ici là, que vous n'osez pas me couper. Apparemment pas. Du coup, les biais cognitifs, en fait, il faut savoir que, ben, comme c'est noté, le processus décisionnel des individus, il comprend des erreurs systématiques et prévisibles. Et c'est ces erreurs qui sont systématiques, prévisibles et inconscientes qu'on désigne sous le nom de biais cognitifs. Il en existe un très grand nombre. J'en ai sélectionné juste 5 qu'on rencontre régulièrement. Après, vous pouvez sans autre approfondir. Sur Internet, il y a plein d'autres exemples également. Premièrement, il y a l'optimiste irréaliste. C'est le fait en fait qu'on est trop optimiste. Ça serait par exemple l'exemple d'un fitness qui propose un abonnement pour ses abonnés d'une durée de 6 mois.
à un prix très abordable. On trouve que c'est vraiment une bonne idée et au final, après 4 semaines de cours, on abandonne parce qu'on est blasé d'y aller, on n'est plus intéressé. Le fitness, en fait, pour proposer cette offre, il se base sur l'optimisme des consommateurs qui se croiront capables de se motiver à aller pendant une longue période alors que ce ne sera pas forcément le cas. Un autre biais est celui de la surévaluation des faits saillants. C'est le fait d'accorder trop d'importance à certains éléments. C'est par exemple le prix d'une chambre d'hôtel qui est affiché à un tarif très bon marché, par exemple 90 francs la nuit. On se dit que c'est vraiment une offre qui vaut la peine, alors qu'à côté de ça, si on regarde les détails, il y aura peut-être le parking qui sera payant à 15 francs par jour, le petit déjeuner à 18 francs par personne en plus. Et à côté, on va pas voir les éléments qui seront en défaveur, mais on va se concentrer sur le prix attrayant, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, il y a l'effet d'ancrage. C'est un biais selon lequel le fait de formuler un chiffre, il permet un ancrage. Il peut être soit haut, soit bas. C'est par exemple si on négocie le prix d'une voiture, si le vendeur, nous on est l'acheteur, le vendeur propose un prix de 5000 francs, alors que nous, quand on avait fait nos recherches, on estimait qu'elle valait 2000 francs, on aura tendance à s'accrocher en fait au premier prix qui a été donné par le vendeur et on va pas réussir à faire baisser vraiment le prix. De manière inconsciente, on va être convaincu que le premier prix aurait un ancrage et on va difficilement réussir à s'en éloigner. Un quatrième biais, c'est l'aversion perte. C'est le fait que l'homme, il a tendance à prendre en considération de manière démultipliée les pertes par rapport aux bénéfices quand ils sont dans les mêmes proportions. C'est par exemple l'exemple des sacs en papier dans les magasins. Si on dit aux gens qu'un sac en plastique ou en papier, il coûte 5 centimes, les gens auront tendance à apporter leur propre sac pour éviter de payer ce montant. Si à l'inverse, on récompense les gens dans un magasin qui apportent leur sac de 5 centimes, alors les gens vont se dire, mais j'ai rien à gagner, ces 5 centimes, ça m'intéresse pas. Au final, ces 5 centimes, c'est la même chose qu'on les reçoive ou qu'on les paye. Ouais, c'est le même montant, il est non significatif, mais il y aura des effets différents sur le comportement des consommateurs. Et un dernier point, c'est l'architecture du choix. Il y a également la manière de présenter la chose qui influence l'interlocuteur. C'est principalement le cas en négociation. Un exemple tout bête, ça serait un médecin qui vous propose un traitement en affirmant qu'il y a 90% de chances de guérir et un autre médecin qui vous propose un traitement en affirmant qu'il y a 10% de chances de risque d'y passer. Ça fait statistiquement exactement le même risque, mais au final, on va choisir le médecin qui aura 90% de chance de guérir. Là encore, c'est notre cerveau qui inconsciemment va faire le choix pour nous. Finalement, les manières de se débiaiser, en fait, c'est éviter de tomber dans le piège d'une décision illogique en raison des biais qu'on a vus précédemment. Pour cela, c'est éviter les décisions à chaud, y compris en négociation. On peut prendre l'exemple d'une voiture. Quand on veut acheter une nouvelle voiture au garage, ils vont nous faire essayer le véhicule. On va faire un tour, le garagiste va nous montrer toutes les options et à ce moment-là, ben, on sera entièrement convaincu, on va se dire que c'est vraiment une bonne affaire. Alors que si on prend quelques jours on prend du recul, quelques jours plus tard pour prendre la décision, alors on n'aura peut-être pas la même réponse avec une décision prise à froid. Et c'est pourquoi il faut éviter de prendre une décision de manière précoce. Ensuite, créer un système d'évaluation objectif, c'est vraiment le fait de peser le pour et le contre, ne pas hésiter à prendre une feuille blanche et faire un tableau avec les avantages et les inconvénients.
histoire de tout avoir sous les yeux et puis de ne rien oublier, d'être le plus objectif possible. Préparer une stratégie de sortie. Dans ce cas-là, en fait, c'est être prêt, si la négociation ne se passe pas comme on l'entend, à réussir à quitter la négociation, c'est-à-dire soit en affirmant qu'on doit avoir l'accord de quelqu'un d'autre, que ce soit de notre patron, qu'on doit avoir l'accord de nos parents, de notre conjoint, pour éviter de conclure trop vite. Et dans le même sens, il y a la logique du win-win ou du no deal. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que notre négociation, on doit être gagnant et l'autre personne gagnante. Et si l'un des deux n'est pas gagnant, alors ça sera forcément au final une mauvaise négociation, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et dans ce cas, on a meilleur temps de ne pas avoir d'accord. Convoquer un avocat du diable, ça serait par exemple demander à un tiers qui est en dehors de la situation, qui est beaucoup plus objectif ou qui est extérieur aux arguments de la partie adverse, qui pourra nous donner un autre point de vue. Et finalement, séparer l'information de l'influence, identifier les biais, bon, on y revient. C'est par exemple, si, moi, en prenant l'exemple d'un juriste, il y a un grand cabinet d'avocats qui nous fait une offre, qui me fait une offre pour un poste, pas directement sauter sur l'occasion en se disant ah c'est une sacrée réputation et c'est bien payé. Il faut aussi regarder l'envers du décor, quelles sont la qualité de vie, quelles sont les conditions de travail, comment ça se passe, la charge de travail. Et on en revient en quelque sorte sur créer un système d'évaluation objectif au final. Et c'est à ces éléments, en fait, la meilleure façon de ne pas se faire avoir, c'est d'avoir connaissance de toutes ces techniques et de ces biais, de ces principes d'influence pour éviter de tomber dedans quand on négocie avec quelqu'un ou et également pour pouvoir l'appliquer pour marquer ses arguments. On va pas forcément approfondir beaucoup plus pour la partie théorique. On va plutôt passer à la pratique. Walid, tu veux présenter le truc? Alors, oui, alors peut-être. Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à la dernière partie que Laurent vient de présenter, peut-être, à chaud, comme ça? Sinon, alors, ça peut être assez flou d'avoir vu tout ça et on peut se demander à peu près le lien avec la négociation. C'est justement pour ça qu'on a décidé de faire une partie théorique assez courte et plutôt se concentrer sur la partie pratique où on va essayer de mettre en œuvre tout ce qu'on vient d'apprendre. Donc pour ça, comme on vous l'a dit au tout début, on aura deux petits cas pratiques. Le tout premier sera une mise en situation un petit peu, donc ce serait une négociation de salaire. On va construire ensemble, donc avec le tableau blanc de Webex qu'on a utilisé au tout début, une carte à peu près, si on peut dire ça comme ça, par rapport à une situation de négociation salariale. Alors pour faire ça, je vais juste stopper, partager mon écran 2 secondes et peut-être vous dire à peu près comment on va opérer. Donc, on sera envoyé en 2 sessions scindées, une avec Laurent, une avec moi. Et chaque groupe, en fait, ensemble, vont construire à peu près la négociation de chacun des points de vue de l'employeur et de la personne qui postule. Ensuite, on va faire ça pendant 5 minutes. Ensuite, pendant 10 minutes, on va revenir tous ensemble dans cette même session pour tout mettre en commun et voir quelles conclusions on a réussi à trouver. Donc, je vais sans autre nous mettre tous en session scindée. Et donc, Laurent s'occupera de la deuxième session du point de vue de la personne qui postule et je me mettrai du point de vue de l'employeur dans la session dans la session dans laquelle je serai. Donc, je vous dis à tout de suite dans la session scindée. Ça va se faire automatiquement.
Nickel. Donc voilà, comme on l'a dit, n'hésitez surtout pas, si jamais vous avez besoin de revoir des points sur le PowerPoint, n'hésitez pas à me le demander. Je le repartagerai, il n'y a aucun problème. Donc, comme on l'a dit, on va essayer de construire à peu près par rapport à ce qu'on a vu en théorie, comment est-ce qu'on négocierait en fait une situation de négociation salariale du point de vue de l'employeur. Donc je vais juste vous écrire ça peut-être en haut, comme ça tout le monde s'en souvient. Voilà. Alors, on a gardé ça assez général, donc on vous a pas donné plus d'informations. Comme ça, vous pouvez vraiment à peu près mettre, on peut essayer de mettre tout ce qui nous passe par la tête et pendant peut-être 2-3 minutes et voir un peu ensemble. N'hésitez surtout pas à parler ou à utiliser le chat comme vous voulez, comme vous préférez. Mais le but, c'est qu'on travaille tous ensemble pour vraiment voir si on a bien compris et s'il y a d'autres choses à approfondir. Donc, n'hésitez surtout pas à écrire. Personne une petite idée? Donc, on serait un patron et on sait qu'on a un entretien dans quelques minutes. Comment se préparer pour cette négociation? Non, personne? Ok, je peux commencer si vous voulez. Notez vraiment tout ce qui vous passe par la tête sur le tableau blanc, il n'y a aucun problème. Par exemple, déjà avant, on doit maîtriser son sujet, donc savoir à qui on a affaire. Non, je vais écrire sujet. Est-ce que vous arrivez à tous voir le tableau blanc? Ok. Euh, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si, bon, Différence égale. je m'excuse pour j'ai eu un petit problème technique, je m'excuse. Pas de problème. Pas de souci. Donc voilà, comme j'avais dit, on a perdu pas mal de temps, je m'excuse. Le but, c'est de créer une carte en fait d'une négociation. Donc je vais voir si j'arrive à vous partager le tableau blanc de Webex. En même temps, je vais vous dire à peu près ce qu'on va faire. Donc le but va vraiment être de... En fait, on va utiliser le chat, il n'y a pas de problème. Ça marche aussi bien. Donc en fait, on a un employeur et on sait qu'on a un employé. On se donne pas de cadre fixe. On sait juste qu'on est un employeur qui attend un employé. Comment est-ce qu'on va négocier, comment est-ce qu'on va réussir à faire cette négociation salariale, donc du point de vue de l'employeur. Déjà, à votre avis, quel serait notre but à nous? Qu'est-ce qui serait le plus important? Vous pouvez utiliser le chat si vous voulez pas parler, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un salaire assez haut pour que l'employé soit quand même motivé, mais assez bas pour que ce soit rentable le maximum pour la boîte. D'accord, mais pas trop quand même. Et par rapport à la partie théorique qu'on vient de voir, peut-être avec les biais, qu'est-ce qui pourrait influer, par exemple, on veut déterminer le salaire qu'on serait prêt à donner, et qu'est-ce qui pourrait influer ça? Si vous avez besoin du PowerPoint sous les yeux, je peux vous le repartager aussi, il n'y a pas de problème, faut pas hésiter à demander. On faudrait peut-être pas donner un premier salaire trop bas, parce qu'après, si lui veut monter, il va rester sur la première proposition qu'on a faite. Oui. Donc ça, ce serait du point de vue de la personne qui demande un emploi. C'est ça? Oui, d'accord. Donc, je pensais aussi peut-être à faire le lien par rapport à la théorie. Donc, si on pense au biais de l'ancrage et qu'on se dise, ok, donc on va mettre comme salaire, on va dire que ça
on va proposer un salaire de 5000 francs qui serait à peu près le salaire du marché. Est-ce que ça serait vraiment profitable pour nous alors que peut-être cette personne qu'on va embaucher va moins travailler? Ou que le travail attendu soit pas exactement le même que dans les autres sociétés? Non, Non, du coup, il faut moins. Donc du coup, il faut ça vraiment faire buguait. attention. Ça buguait? Non? Ça Pas buguait chez chez moi, moi, hein. pardon. Ok. Donc du coup, déjà, il faut préparer une stratégie à peu près. Définir le salaire qu'on va lui donner, le salaire qu'on serait prêt à accepter, que lui va nous demander aussi. Donc on peut déjà se dire un salaire maximum. Il faudrait pas définir une fourchette directement du point de vue de l'employeur. Et puis ensuite, Exactement. l'employé, lui, définit sa fourchette, puis on regarde où elle se croise. Là Exactement. où- Mais après, le problème, c'est, imaginons qu'on ait une fourchette de 4500 à 5000 et que sa fourchette à lui serait de 5500 à 6000. il Comment faudrait est-ce, trouver des options. comment est-ce que Utiliser tu les biais. arriverais à... Des quoi? Utiliser les biais. D'accord? Et à votre avis, comment on ferait ça? Genre, tu donnes des bonnes mutuelles maladie, des bonnes assurances, des primes. Donc, avoir un peu une solution de rechange, en soi. C'est Mm. ça? Nickel. Et, juste les noter ici, comme ça, je perds pas. Et sinon, vous penserez à quoi d'autre? Par rapport à... Essayez peut-être de faire le lien avec ce qu'on a vu. Je sais que c'était un peu abstrait, vu comme ça, la théorie au tout début. On fait pas tout à fait, on n'arrive pas à faire le lien directement avec la théorie. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment faire ces sessions scindées pour pouvoir faciliter le dialogue. À votre avis, par exemple, si on prend, attendez, je vais vous partager le PowerPoint, ce sera beaucoup plus simple. On est en train d'excéder le temps, il y a Laurent qui va pas être content. Si je reprends, par exemple, bon, on va reprendre quoi? Les 6 principes d'influence. Donc, lequel s'appliquerait à nous en tant qu'employeur? L'autorité, déjà, non? D'accord? Et C'est la comment est-ce qu'on preuve pourrait sociale, lutter? si le... Est-ce qu'il n'y aurait pas un Que- risque qu'on utilise trop l'autorité la négociation? Peut-être faire peur, en quelque sorte? La rareté? Euh, Comment ça? ben, faire comprendre aux candidats que les places sont chères actuellement Exactement. et que ben, s'il a la chance d'avoir cet entretien, ben, faudra peut-être pas être trop exigeant. Exactement. Très bien. On pourrait utiliser la preuve sociale aussi, en disant, par exemple, que le salaire il est à 5000 et puis pas à 5005 ou à 6000, pour montrer que tous les autres ils sont à 5000, pour ça fait un peu une preuve sociale aussi. Ok. Donc, ouais. Ouais, ça marche aussi. Euh, donc, les biais, on en a parlé de quelques-uns. L'architecture du choix, on va pas pouvoir vraiment l'utiliser ici. Bon, l'optimisme irréalisme, c'est si jamais lui nous demande 14 000 francs par mois et que nous, on lui propose 500 francs par mois. Donc ça, on voit bien que ça va pas matcher. C'est un peu irréaliste de notre part d'espérer que quelqu'un travaille pour nous pour seulement 400 francs. Ok, alors Laura a terminé. Du coup, on va tous retourner vite en... dans l'autre session pour pouvoir vite débriefer ce cas-là. Si jamais vous avez... Mais peut-être avant, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Vous avez quelque chose en particulier à rajouter? Non? Du coup, on va retourner, débriefer pour ce cas pratique et ensuite on commencera l'autre. Nickel. Vous pouvez tous quitter la session si jamais. Voilà, tout le monde qui est revenu. Non, on n'a pas tout le monde qui est revenu.
perdu du monde. J'essaie de contacter Laurent, mais je sais pas ce qui se passe de son côté. Laurent, t'es ici? Ouais, il y pas avait dans les breakouts. il y avait encore la minute si jamais Walid. Ah, mince. Moi, je suis partie avant, mais... Nickel. On va les attendre. Normalement, on est tous là. Nickel. Nickel. Donc peut-être, Laurent, tu veux commencer par dire ce que vous avez trouvé ensemble? Ce dont vous avez parlé? Je vais faire un petit trait ici. Ouais, alors, je sais pas, tu as mis maîtriser son sujet. C'est une phrase qui est également valable du point de vue de l'employé. On a remarqué que, en tant qu'étudiant, on a surtout parlé pour nous en tant que personne n'ayant pas forcément d'expérience. C'est pas toujours facile de faire valoir ses prétentions. On est à mi-chemin entre encore étudiant, donc on mérite pas un salaire entier, et à mi-chemin avec l'affirmation on a déjà quelques années d'expérience en job étudiant. Et c'est pas toujours facile de trouver le juste milieu. On a parlé aussi, il y a quelqu'un qui est intervenu pour dire que c'était difficile des fois quand on est nous tout seuls face à une grande boîte, on a l'impression d'avoir des dizaines de personnes face à notre demande. C'est pas le plus facile à aborder. Après, ben, le culot, entre guillemets, c'est quelque chose à avoir pour oser demander une augmentation de salaire, par exemple. Et un point important, c'est des fois, il n'est pas possible de négocier le salaire en soi. Il y a des tabelles qui sont établies, par exemple, ben, pour les postes au canton ou les fonctionnaires. Il y a aussi dans certaines boîtes privées, il y a des tabelles en fonction du poste et de la fonction qu'on occupe. Alors dans ce cas-là, pour négocier, ça sera plus judicieux de négocier sur des éléments accessoires. Ça serait par exemple le nombre de jours de vacances, le fait de prendre en charge une place à la crèche pour nos enfants. Ça serait d'inclure l'abonnement de transport public dans les charges de l'employeur. Ou alors, si c'est pas possible, également de demander une réévaluation après 6 mois, si c'est pour un premier emploi. Ça serait également la possibilité de négocier un bonus en fonction des objectifs qu'on réalise en tant qu'employé. Une autre chose, c'est qu'il faut faire également attention au moment de la demande. C'est peut-être mieux de faire une demande de négociation de salaire après une promotion ou après un projet qui a abouti et qui a une réussite, plutôt que de faire une demande de négociation de salaire au lendemain d'un blâme de la part de l'employeur. Ouais, de l'autre côté, on a donc parlé. Ah, t'as fini? Ouais, je te disais qu'on a fait le tour de ce qu'on avait vu. D'accord, nickel. Donc, voilà, de notre côté, on a ouais, donc maîtrisé son sujet et on a aussi parlé du fait de prévoir, donc maîtriser son sujet. Dans ça, on s'est dit qu'on devait prévoir une fourchette de salaire à laquelle on serait prêt d'accepter. On a aussi parlé de trouver des solutions alternatives, donc comme bonne mutuelle ou des choses du genre. Et voilà, c'était à peu près ça. Aussi, si on combine un peu aux réponses à vous, on a eu un petit problème technique, donc on n'a pas eu autant de temps que vous, malheureusement. Mais grosso modo, c'était ça. Donc maintenant, ce que je vous propose, si vous avez quelque chose à rajouter au niveau est-ce que vous avez quelque chose à rajouter au niveau de la négociation salariale, peut-être? Quelque chose que vous voudriez voir et dont on n'a pas forcément parlé? Non. Donc ça, c'était le premier cas pratique.
le second, si ça avait bien changé, c'est... Donc ici, on va se mettre, on est dans un cas un peu plus concret parce qu'on a quand même un certain objectif, un certain cadre. Donc ce serait... Donc, on est une société de développement de sites web et un client vient pour nous demander de lui faire un site internet. Donc un site internet assez basique. Donc on vous a quand même mis quelques informations. Donc le prix du marché, il serait de 1500 francs pour des sites comme ceci. Et le budget annoncé par le client serait de 1100 francs. Donc ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a 1100 francs. Par contre, on ne sait pas s'il a réellement plus ou moins. On n'a aucune indication là-dessus. Et du coup, plutôt que de nous mettre en session scindée, parce que ça a eu quelques problèmes avant, on va plutôt faire ça tous ensemble ici. Donc c'est exactement le même principe qu'avant, donc surtout n'hésitez pas à parler, à vous lâcher, à nous dire toutes les idées qui vous passent par la tête. Donc comment est-ce qu'on ferait maintenant? Donc nous, logiquement, on est une société, donc on veut avoir le prix le plus haut possible, sachant que notre client a un budget, je vais quand même remettre ça ici, et que le prix du marché est de 1500 francs. Donc à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir ici? Une idée, ça pourrait peut-être être de demander une réduction du prix du site web, mais en y apportant une contribution de votre part en tant que client. Typiquement, je sais pas si on a quelques skills dans la conception du site. On peut dire qu'on s'occupe de l'aménagement d'une ou deux pages, ou ouais, je sais pas si j'utilise les langages correctement, enfin correct, pardon. Mais... Ouais, en gros, diminuer la prestation pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente entre les deux budgets. D'accord. Mais si on se met à la place de la société et que voilà, votre client il vient et il vous dit j'aimerais faire le site à votre place, est-ce que vous accepteriez de travailler pour lui, sachant qu'on peut choisir ses clients? On peut faire un échange de bons procédés si l'entreprise qui recrute les services aurait aussi des services à offrir en échange qui pourraient intéresser l'autre entreprise. D'accord. Donc là, on est en train d'essayer de baisser le prix du marché. D'accord. Échange de bons procédés. Donc faire un peu des travaux nous-mêmes. Aussi. Si on se met du point de vue de la société, donc le prix du marché il est de 1500 francs, donc ce serait pas un peu une perte de faire en dessous? Qu'est-ce que vous lui proposeriez comme prix? Sachant qu'il vous a annoncé 1100 francs de budget et qu'il va négocier le prix que vous allez lui donner. Vous partiriez plutôt sur un prix en dessus ou bien juste son budget? Ok, Juliette, elle me dit 1450. Mais après, nous, en tant qu'entreprise, si on diminue le prix de la prestation, ça décrédibilise la prestation aussi. C'est-à-dire qu'on prouve, entre guillemets, au client que, en lui disant de base 1500 pour son site, qu'on peut le diminuer par la suite. Donc, que la prestation de base ne vaut pas 1500, mais peut-être 1400, 1450, non? Mhm. Et dans ce cas-là, à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour garder cette intégrité? Donc vraiment lui proposer un prix de 1500, mais à la fin, lui faire payer seulement les 1100 dont il a à disposition, peut-être juste un tout petit peu plus. On pourrait peut-être, je sais pas si vous y connaissez un petit peu en devis, certaines fois sur votre devis, on voit tant de pourcents de réduction si vous payez dans les 10 jours ou ce genre de choses. Ça pourrait être un outil qu'on pourrait utiliser. Vous en pensez quoi? Ok. Escompte, oui. Escompte, rabais, ristourne, ça. Ah.
pour rejoindre l'idée de Juliette qu'elle a mis dans le chat, de proposer un service en plus, ça serait de faire un effort sur le prix, mais en échange, on impose un service supplémentaire, par exemple des révisions sur le site ou un entretien régulier mensuel avec une hotline d'aide, par exemple, ou une assistance sur le long terme. Mhm. Comment on va formuler ça? Ça reprend un peu échange de bons procédés, donc pas vraiment grand-chose à remettre. Et donc, voilà, supposez que maintenant on est vraiment donc vous êtes la personne qui va faire son site web, le client est en face de vous, et c'est maintenant qu'il y a tout qui se décide. On a parlé de décision à chaud avant qu'il faut éviter de prendre, mais voilà, là vous n'avez pas le choix. Vous êtes au pied du mur, votre client il vous dit alors moi j'ai 1100 de budget, vous me proposez 1500, je peux pas payer plus que 1200. Est-ce que vous accepteriez de le faire ou est-ce que vous essayeriez de trouver vous utiliseriez du coup les échanges de bons procédés peut-être, de lui demander de faire quelque chose pour vous, de faire de la pub, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre? Pour justement qu'il baisse pas un autre prix. D'autres commandes plus tard. Oui. Donc essayez de le fidéliser un petit peu. Voilà, c'est ça, ouais. Ou Ouais. bien alors carrément de dire à son entourage, il a sûrement des amis qui auront besoin de créer des sites internet, de les diriger vers nous. Oui, exactement. On pourrait, bon, ça reprend un peu l'échange de bons procédés, mais on pourrait lui demander de mettre un lien direct sur notre site web à nous sur le sien. Aussi. Mais je pense que l'essentiel, c'est de mettre un point important sur la qualité du service qu'on va lui donner et Mhm. qu'il comprenne que si on lui demande 1500 francs, il faut qu'il comprenne qu'il y a un échange à ces 1500 francs. Il faudrait lui expliquer en termes clairs qu'ailleurs, effectivement, il y a des sites à 1100 francs, mais qu'il faudrait qu'il aille voir la qualité de ces sites à 1100 francs et qu'il comprendrait où va ces 1500 francs et essayer de le convaincre que c'est un vrai service qu'on lui offre pour ce prix et qu'il faut pas qu'il essaie de baisser le prix. Exactement. Dans le même sens, faire preuve de transparence, décomposer les 1500 francs pour expliquer au client de quelle manière est fait le prix et expliquer pourquoi c'est ce montant-là et pas un autre. Exactement, c'est ça. Voilà, lui faire comprendre qu'il y a une réelle contrepartie au prix qu'il va payer. Parfait. Et donc, si maintenant on se met un peu plus du point de vue du client, comment est-ce qu'on pourrait défendre notre cause? Donc, nous, le but, c'est d'avoir un site décent, mais au prix vraiment le plus bas possible. Déjà, il y a quelques petits tips peut-être en négociation. C'est vraiment des choses toutes bêtes en fait, mais qui changent beaucoup. C'est déjà arriver avec un gros sourire, parce que si on arrive en tirant une tête comme pas possible, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à obtenir quelque chose de la personne qui est en face. Ça peut paraître comme étant des conseils tout bêtes, mais c'est des choses qui font vraiment la différence. De sourire, d'être communicatif, et d'essayer peut-être de mettre en confiance, de créer un lien peut-être. Vous pensez que ça pourrait marcher, de créer un lien avec la personne qui va nous fournir ça? Inviter à dîner. Hein, pourquoi pas. Bravo, Juliette. Ok. Dire qu'on a d'autres devis, Oui. qu'on a été voir d'autres, Donc, la concurrence. lui montrer les devis carrément en fait. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà. En fait, ce qu'on peut remarquer peut-être par rapport, si on veut faire un peu de lien avec la théorie, c'était, comme Laurent l'avait dit, il faut souvent, avant d'aller en négociation, peut-être se préparer, donc être prêt.
Donc, c'est quasiment ça, en fait. Avant d'aller négocier pour quelque chose, vous pouvez vous préparer avec une feuille blanche chez vous, vous mettre de son point de vue à lui, de votre point de vue à vous, de trouver peut-être les meilleurs arguments possibles pour vraiment pouvoir assurer le jour J et puis réussir à avoir le prix que vous souhaitez et que lui soit content aussi. Donc je sais pas, vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être une idée? Dans le cas, on ne trouve pas d'accord. Ça se passe comment? Si le client a vendu tous ses biens, sa bague de mariage, sa maison, etc., il n'a pas plus que 1100 et que nous, en tant qu'entreprise, on ne peut pas baisser les 1500, il n'y a simplement pas de négociation qui existe. Mais Malheureusement, non. Dans certains cas, Alors, dans ce cas-là, il ne faut jamais jouer sur le prix, mais il faut jouer sur une contrepartie à la baisse de prix. il n'y a pas de problème. Mais faire comprendre que le prix est fixe, mais qu'on peut lui faire un rabais si lui, en retour, il propose quelque chose. Ou bien. Oui. Parce qu'en même temps, celui qui a vendu sa maison, sa femme, son chien et ses bagues, qu'est-ce qu'il ferait d'un devis pour un site internet? C'est clair. c'était à titre exemplatif. Oui, je sais bien, je rigolais. Je sais bien. Non, mais sérieusement, on peut pas, si on se met du point de vue d'une société, on pourra toujours de toute façon jamais vendre quelque chose en dessous du prix de revient. Donc, s'il n'y a pas d'entente, malheureusement, même si on doit faire, si on passe par la case négociation et que ça fonctionne toujours pas, malheureusement, on peut pas, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Personne n'a rien à ajouter? Du coup, si personne n'a rien d'autre à dire, on a fini ça, donc il nous reste encore 7 minutes. Si vous avez peut-être des points en particulier sur lesquels vous avez des questions peut-être, on est passé trop vite sur quelque chose, ou on est resté, on a oublié de vous dire quelque chose, vous pouvez nous le faire savoir maintenant. On n'a plus besoin de ça. Donc je sais pas, est-ce que vous avez une question sur quelque chose en particulier ou le sondage? Oui, exactement, le sondage. Donc juste peut-être avant que vous partiez tous, j'aimerais juste vous inviter à répondre à un petit sondage par rapport à ce workshop. On utilisera donc à l'interne. Je vais vous le mettre en ligne tout de Il y suite. a Juliette qui a mis une question sur quel est le meilleur biais sur lequel jouer pour vendre à un meilleur prix. Je pense qu'il n'y a pas un biais en principal. Après, on peut utiliser le biais de l'effet d'ancrage, dans le sens où si on a la possibilité de faire la première offre, on peut la fixer au montant qu'on souhaite, à condition de pas être irréaliste dans les prétentions qu'on a, parce que là, ça va faire l'effet contraire, on va perdre en crédibilité comme quelqu'un qui connaît pas son sujet, mais dans le sens où on a la possibilité de faire l'offre et de la justifier. Alors je pense que l'ancrage, c'est une des meilleures solutions pour avoir le prix qu'on souhaite dans une vente. Je sais pas si Walid, tu veux rajouter quelque chose, tu as un autre point de vue. Non, c'est tout bon. Donc je vous mets juste le sondage, j'espère que vous le voyez, si vous pourriez juste répondre à ça. Sinon nous on n'a rien du tout à ajouter. Je sais pas si jamais quelqu'un est peut-être intéressé par les slides. Je peux vous laisser mon adresse email. Et vous m'envoyez un mail pour les slides et je vous les enverrai. Il n'y a aucun problème. Nickel. Alors, je vais juste vous laisser mon email dans le chat pour les personnes qui sont intéressées pour les slides. Et on vous remercie pour votre active participation, et pour votre participation, et pour votre présence tout court à ce workshop. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs et que ça vous a amusé.